Bienvenue, bonjour à tous, bonjour à vous Florent. Bonjour. À quelques jours des repas de fête, c'est une émission spéciale sur la qualité alimentaire que nous vous proposons ici au Parc des Expositions de Toulouse. Oui, nous sommes ensemble donc pendant près d'une heure au cœur de ce salon rebaptisé Régal, un clin d'œil à ces rencontres gustatives, agricoles et ludiques. Le plus grand marché d'Occitanie, deuxième région agricole française, il faut quand même le rappeler. Un salon où sont attendus à Toulouse 50 000 visiteurs. Alors, notre questionnement durant cette émission de près d'une heure tournera autour de 3 questions. Manger local est-il forcément plus sain ? Comment faire face à des crises sanitaires comme celle de la grippe aviaire qui a touché le canard, mais aussi celle qui a touché les huîtres du bassin de Thau? Et puis, IGP, AOC et autres labels sont-ils véritablement des gages de qualité ? Voilà toute une série de questions et pour en débattre des invités, des experts qui nous ont rejoints sur ce plateau et puis aussi des producteurs et des consommateurs dans les allées de ce salon Régal, notre salon de l'agriculture et de l'alimentation régionale. Avec vous, Anne-Sophie Mandroux et Laurent Dubois, vous vous trouvez dans ces allées. Bonjour à tous. Oui, bonjour Florent, bonjour à tous. Effectivement, avec Laurent, on va parcourir les allées de ce gigantesque marché réparti sur 3 halls. Ici, plus de 200 exposants venus de toute la grande région Occitanie, plus de 500 produits différents à déguster. Ça va du riz de Camargue à l'oignon doux des Cévennes en passant par le porc noir, l'aligot de l'Aubrac. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On ira bien sûr à la rencontre de ces producteurs, de ces fabricants pour leur demander comment ils s'adaptent justement à ce marché en pleine évolution. Oui, Anne-Sophie, et les visiteurs du salon sont aussi des consommateurs. Alors, est-ce que la qualité alimentaire, c'est important pour eux? Comment sélectionnent-ils les produits qu'ils mettent dans leurs assiettes? Eh bien, on leur a posé la question ici, dans les allées du salon. On écoute de suite leur réponse. De plus en plus, la qualité, c'est ce qu'on recherche. C'est quoi un aliment de qualité à vos yeux? Qui a pas trop de produits de pesticides ou pas obligatoirement bio, mais sain. Ça n'a rien à voir avec l'industriel, un produit de qualité, c'est ça pour moi. Quand vous faites vos courses, vous regardez les étiquettes des produits? Ah oui, oui. J'aime bien acheter français, moi, ceux qui viennent du terroir. J'essaye de regarder la composition, voilà, voir d'où ils viennent et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'il n'y ait pas trop de choses, qu'il y ait le moins de choses possible en fait finalement. Que ce soit le plus simple possible. Est-ce que d'après vous, le supermarché peut être quand même synonyme de produits de qualité? Oui, tout à fait, oui. On trouve en supermarché des produits qu'on trouve ailleurs chez les petits producteurs, heureusement. Pour vous, la qualité, c'est plutôt des petits producteurs locaux? Oui, absolument. Est-ce que vous êtes prêt à payer un peu plus cher pour des produits de qualité? Oui, certainement. Quelle chose vous acceptez de payer plus cher? La viande, la charcuterie, voilà, et les légumes un peu aussi. Consommer moins, mais consommer mieux. Alors on vient de l'entendre, les consommateurs sont de plus en plus regardants sur la qualité de leur alimentation. On ouvre donc à présent la première partie de cette émission avec une question. Quels sont les critères d'un aliment sain et faut-il privilégier les productions locales dans nos assiettes? Et pour en discuter, 3 invités nous ont rejoints. Laurence Perastre, bonjour. Vous êtes chercheuse à l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, au sein d'un laboratoire qui se nomme Toxaline. Vos travaux portent notamment sur les mécanismes par lesquels les agents chimiques peuvent induire des maladies chroniques chez l'homme et chez l'animal. Oui, c'est ça. Et plus particulièrement, je travaille sur l'impact des mélanges de pesticides. Henri Cabanel, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste de l'Hérault. Vous avez demandé au ministre de l'Agriculture la traçabilité du glyphosate. Alors le glyphosate, c'est cette molécule chimique aux propriétés herbicides présente notamment par le désormais célèbre Roundup, glyphosate dont l'Union européenne vient à nouveau d'autoriser l'utilisation pour encore 5 ans. Et puis, il va nous accompagner tout au long de cette émission, Jean-Pierre Poulain. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue de l'alimentation et vous travaillez au sein de l'Institut supérieur du tourisme, de l'hôtellerie et de l'alimentation, l'IRSTEA. Et c'est un institut qui est au sein de l'Université de Toulouse, Jean Jaurès. C'est exact. Alors, ce glyphosate qui fait tant parler, Laurence Perastre, concrètement, est-ce qu'on le retrouve dans nos assiettes ? Alors oui, on retrouve du glyphosate dans certains aliments.
du type, par exemple, sans vouloir évidemment effrayer le public? On peut en trouver dans le riz, par exemple. On peut en trouver dans les céréales, dans le pain aussi, par exemple. Et alors la grande question, si je puis me permettre, est-ce qu'il a une incidence alors sur notre santé? Parce que tout le débat a porté là-dessus et finalement tout le monde s'est retrouvé dos à dos. Alors, moi je ne suis pas spécialiste du glyphosate, je n'ai pas étudié en particulier l'impact du glyphosate sur la santé, mais d'après la littérature scientifique, certaines études laissent supposer que ce composé pourrait effectivement exercer un effet sur la santé. Mais aujourd'hui, toutes les études ne sont pas assez convergentes, tous les résultats ne sont pas assez convergents pour effectivement dire clairement si le glyphosate a ou non un effet sur la santé. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que beaucoup d'études se mettent en place, que de nombreuses équipes de recherche mettent en place des programmes de recherche sur l'impact de ce composé pour apporter des éléments de réponse clairs et nets. Jean-Pierre Poulain, on a entendu les consommateurs qui sont finalement assez regardants, voire de plus en plus regardants sur ce qu'ils ont dans leurs assiettes. Ce qu'on est en train de dire là autour du glyphosate, est-ce que ça devient une véritable problématique pour eux? Est-ce que ça les touche, ça les impacte? Alors oui, en fin de compte, vous savez, il y a les experts qui évaluent avec la finesse du travail scientifique et ils le font en fonction des évolutions. On a vu ici qu'on attend que peut-être de nouvelles études nous apportent des lumières. En fin de compte, le consommateur aborde cette question plus globalement. Et cette question, le modèle agricole, l'utilisation de la chimie dans le modèle agricole constitue une des inquiétudes importantes des consommateurs. Et on est un peu déconnecté de la problématique du risque. En fin de compte, il s'agit ici d'une société qui s'est modernisée, dont les liens avec l'univers agricole se sont détendus, se sont parfois rompus, alors que dans notre génération, on avait tous un grand-père, un grand-oncle. Oui, on était plus proche de la terre, oui. Qui était du monde agricole. Et en quelques années, ce lien s'est déconnecté et le monde agricole a lui-même beaucoup changé entre-temps. Et lorsqu'on va à la campagne, avec une certaine nostalgie, ce que l'on y voit aujourd'hui est assez différent du mythe de la campagne heureuse. De l'image d'Épinal. De l'image d'Épinal, de certains films, par exemple. Alors, le monde... Ce qui se déconnecte. Henri Cabanel, vous êtes sénateur socialiste, vous êtes viticulteur, il faut quand même le rappeler, mais également un homme politique. Est-ce que les politiques sont un peu déconnectés justement de ces préoccupations? Non, ils ne sont pas déconnectés du tout de ces préoccupations, mais ils sont un peu perdus par rapport donc aux organismes qui analysent donc ces produits et qui quelquefois se contredisent. Et les législateurs dont je suis sont un petit peu perdus car il y a trois enjeux. Il y a l'enjeu économique, il y a l'enjeu idéologique et l'enjeu de sécurité alimentaire. Et pour nous, la première des choses, dans une constitution où le principe de précaution prévaut, il est de notre responsabilité d'avoir cet enjeu de sécurité alimentaire pour nos concitoyens. La problématique, elle demeure dans les autorisations qui ont été données à la fois par la Commission européenne pour renouveler la commercialisation pour 5 ans. C'est le monde politique qui s'est exprimé là quand même. Oui, il y a la volonté donc du gouvernement français de l'interdire d'ici 3 ans. Et puis, dans un marché mondialisé, il y a d'autres pays comme le Canada qui viennent de l'autoriser pour 15 ans de plus. Laurence Peyrastre, est-ce que, vous l'avez évoqué, est-ce que de toute façon, il faut chercher plus dans ce domaine-là? Vous parlez du glyphosate? Oui, pour en avoir le cœur net. Parce que là, on parle sur des... Oui, que ce soit sur le glyphosate ou les autres pesticides, mais en particulier sur le glyphosate, oui. Je pense qu'il faut qu'il y ait plus d'études aujourd'hui, plus de projets de recherche sur ce composé, en essayant de mimer l'exposition du consommateur, de façon à apporter des réponses claires. Voilà. Alors on a Anne-Sophie qui est avec nous dans les allées qu'on va retrouver. Parce qu'en effet, une des réponses peut-être à ces problèmes de pesticides, c'est d'aller chez un producteur qui est près de chez soi, en qui on a confiance. Et c'est justement ce qu'Anne-Sophie va nous proposer. Elle est auprès d'une productrice de noix qui a justement fait le choix de la vente en circuit court.
Oui, exactement. C'est Caroline Lamotte. Bonjour Caroline. Et vous êtes nucicultrice. C'est comme ça que l'on appelle les producteurs de noix. Vous êtes installée à Tégra, c'est dans le Lot, entre Padirac et Rocamadour. Voilà, c'est ça, sur la route touristique. Et c'est une propriété familiale. Et vous, depuis très longtemps, dans votre famille, vous avez décidé de vendre en direct et en circuit court. Pour quelle raison? Alors, on a préféré vendre un circuit court pour valoriser nos produits. On vend la noix du Périgord et on vend deux variétés, la franquette et la marbeau. Alors vous les vendez comment? Sur les marchés? Alors on les vend sur les marchés en vrac ou en filet de 2 ou de 5 kilos. Et on les vend sur les marchés principalement en région toulousaine et à la vente à la ferme. Pour quelle raison vous avez choisi cette vente en direct ou sur les marchés? Pour valoriser nos produits, pour être au contact des gens. Et voilà. Vous aviez fait l'expérience de la coopérative et finalement ça ne vous a pas convaincu. Vous avez préféré vendre en direct. Pourquoi? Parce que c'est plus rémunérateur? Oui, alors comme c'est la ferme familiale de mon mari, c'est mon beau-père qui avait commencé à vendre à la coopérative. Puis finalement, il a préféré vendre en direct. Comme ça, les petites noix... alors la noix du Périgord est valorisée en plus de 28 mm en calibre. Et donc les plus petites, on les transforme et on en fait de l'huile de noix, des noix caramélisées, enrobées de chocolat. Oui, c'est ce qu'on voit à côté. Mais est-ce que ça veut dire quand on achète un produit en circuit court, est-ce que c'est forcément de meilleure qualité ou est-ce qu'on peut aussi tomber sur un producteur qui ne travaille pas bien? C'est pas une garantie de qualité. Ça peut arriver. Après, voilà, nous, on tient à vendre de la qualité et les gens... Mais vous ouvrez votre production, par exemple, on peut la visiter? Oui. Oui, c'est possible d'ouvrir, de venir visiter la ferme, il n'y a pas de souci. Et c'est le meilleur moyen de se rendre compte si effectivement on travaille bien. Merci beaucoup Caroline. Voilà pour cet exemple de circuit court dans le Lot et jusqu'à la région toulousaine. Merci Anne-Sophie. On va continuer à en parler des circuits courts. De votre point de vue, chacun ici autour de la table, est-ce que vous pensez finalement, Jean-Pierre Poulin par exemple, qu'il est plus sûr d'acheter près de chez soi si on veut qu'il y ait moins de produits chimiques dans les aliments? Alors, c'est pas sûr que ce soit plus sûr, mais on est sur d'autres formes de construction de la qualité. Vous voyez, lorsque vous connaissez le producteur, lorsque vous discutez avec lui, il y a quelqu'un en face, il y a des codes d'honneur professionnels, il y a des interactions. Ça me rappelle ma mère achetant le poulet au marché de Tulle. Elle connaissait la mère de la dame qui lui vendait des poulets et j'étais au lycée avec le fils. Et donc, ça engage des choses commercialement. Lorsqu'on est dans un univers de supermarché, par exemple, vous avez des labels, on va regarder des dates limites de consommation, on bascule dans un univers cognitif qui n'est pas du tout le même et on ne va pas aller voir la caissière pour se plaindre que le poulet n'était pas bon. Donc on est dans deux univers dans lesquels le rapport à la qualité est différent. Le premier sécurise par la dimension humaine qui encadre la relation et le second va donner d'autres types d'informations. En même temps, le principal enjeu, Henri Cabanel, il est du côté de la grande distribution. On sait aujourd'hui que le français, 72%, un peu plus même, des gens achètent leur nourriture, font leurs courses dans les supermarchés, les hypermarchés et le hard discount. L'enjeu, il est là. Par rapport à ce que vient de dire cette productrice au niveau du partage de la valeur, puisque les États généraux sur l'alimentation souhaitent effectivement arriver à trouver une solution pour le partage de la valeur. Car le circuit court permet une revalorisation du produit puisqu'il élimine des intermédiaires qui permettent donc une meilleure revalorisation du produit et certainement donc, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, un nombre plus important d'installations en agriculture parce que, je le répète, en 1955 nous étions 6,5 millions d'agriculteurs, nous sommes un peu moins d'1 million. Donc la vision politique aujourd'hui c'est à la fois l'indépendance alimentaire et la sécurité alimentaire. Donc il est important d'avoir tout un tas d'agricultures, certes, avec des circuits courts qui doivent effectivement être de plus en plus nombreux et indéniablement la grande distribution qui se met quand même à répondre à l'enjeu sociétal qualitatif car notre agriculture ne pourra tirer son épingle du jeu
qu'en ayant une agriculture de qualité, ce qu'elle a aujourd'hui et ce qu'il faut mettre en avant. Qualitatif, voire même marketing, hein, un argument de marketing, la qualité désormais, on en parlera ça au fil de l'émission. Laurence Peyrastre, est-ce que, en l'état des lieux des connaissances et des recherches, circuit court ou pas, on va vers une évolution avec moins de produits chimiques dans les aliments ou pas forcément? Alors, si on parle des aliments non bio, on a environ la moitié des aliments contaminés par des pesticides. Dans cette moitié, il y en a la moitié, donc un quart des aliments en total contiennent plusieurs résidus de pesticides. Donc, par contre, quand on analyse des aliments bio, issus de l'agriculture biologique, il y a une diminution considérable du nombre de pesticides dans ces aliments. Donc là, il y a une vraie preuve scientifique que le bio, c'est entre guillemets meilleur pour nous. Alors, donc, je dis, l'agriculture biologique conduit à moins de pesticides dans l'aliment. Maintenant, la qualité nutritionnelle n'est pas vraiment changée. Il y a quelques petites choses de changer, mais pas vraiment. Après, le fait qu'il y ait moins de pesticides vont entraîner sans doute moins de pathologies. Et il y a des études récentes qui montrent que lorsque des femmes enceintes se nourrissent par une alimentation bio pendant quelques mois, pendant la grossesse, eh bien, les risques de certaines anomalies chez le bébé, urogénitales, les risques d'anomalies urogénitales chez le bébé sont diminués. En sachant qu'il y a d'autres pistes de recherche, les fameux effets cocktails, on n'en parlait pas encore il y a quelques années. Moins de pesticides, mais l'addition de différentes molécules est presque aussi dangereuse, voire plus. Alors, là aussi, on ne peut pas généraliser en fait. Pour certains composés, on aura un effet additif, c'est-à-dire addition de doses. Pour d'autres composés, on aura des effets synergiques, c'est-à-dire ils auront encore plus d'effets que lorsqu'ils étaient seuls. Donc effectivement, cet effet cocktail, c'est une problématique qui est prise en considération aujourd'hui par les chercheurs, mais aussi par les agences nationales de la sécurité alimentaire, comme l'ANSES. Merci à vous trois. Le bio, on va continuer à en parler à travers notamment un reportage. Ben oui, parce que plus sain ou moins sain, on vient d'en parler. Mais en tout cas, le bio, il fait vendre. À tel point qu'aux mines de Montpellier, le marché d'intérêt national, eh bien, un grossiste s'est spécialisé dans la revente de produits siglés agriculture biologique. Un reportage signé de Jean-Philippe Faure et de Christophe Mantel. Seulement 4 heures du matin et déjà beaucoup d'animations dans les allées du marché d'intérêt national de Montpellier. Ça, c'est habituel. Ce qui l'est moins, c'est cet espace de vente bio dédié depuis quelques jours à une dizaine de producteurs locaux, comme Jean-Claude Varenne qui produit des pommes de terre dans l'Aude. C'est le moyen d'aller dans un espace spécifié, spécifique, qui nous différencie du marché conventionnel où on retombe dans les excès des produits phytosanitaires dont aujourd'hui on veut se débarrasser. On élargit la gamme des clients, parce qu'on a des clientèles maintenant qui ont beaucoup de magasins qui travaillent qu'avec du bio. Et du coup, ça motive à s'orienter de plus en plus sur d'autres productions en agriculture biologique. Une aubaine pour ces producteurs, un formidable outil de mise en relation avec une clientèle de 3000 professionnels, 3000 acheteurs potentiels. C'est surtout plaisant de découvrir des produits de la région, surtout en bio, qui deviennent de plus en plus tendance et demandés par le consommateur. Et je trouve l'idée vraiment excellente de regrouper différents corps de métiers liés à l'alimentation, bien sûr, en toute simplicité et décontraction, pour de nouveaux produits, quoi. Dans la région, la demande des particuliers en produits issus de l'agriculture biologique est en augmentation permanente. Face à cette forte demande, la production bio monte en puissance. Les gens recherchent ça, donc au travers du MIN, on essaie d'interpeller, si vous voulez, le consommateur qui va demander à leur boutique fine, à leur marchand de fruits et légumes, d'aller se servir sur le MIN justement pour retrouver eux après dans leur assiette des produits sains. Sur le plan national, la région Occitanie est là aussi très bien positionnée puisqu'elle représente à elle seule un producteur français bio sur 5.
Allez, retour ici au Parc des Expositions de Toulouse pour les rencontres gustatives, agricoles et ludiques. Le Régal, c'est un peu notre salon de l'agriculture à nous en Occitanie. Et cette semaine, Dimanche en politique se penche sur la sécurité alimentaire dans nos assiettes. Oui, parce que deux produits phares de nos tables de fête qui vont égayer nos réveillons, eh bien, ils ont été touchés il y a encore très peu de temps par des crises sanitaires. Je veux parler du foie gras et des huîtres. De nouveaux cas de grippe aviaire ont été découverts en effet il y a quelques jours dans le Lot-et-Garonne, même si c'est une variété moins pathogène du virus. Mais les huîtres du Bas-Sainteau ont également été touchées, et récemment, puisque la commercialisation des huîtres du Bas-Sainteau a été interdite pendant 5 semaines. Alors comment faire face? Comment protéger le consommateur et lui redonner confiance si besoin? Avec nous pour en débattre, deux nouveaux invités nous ont rejoints. Jean-Luc Guérin, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'École nationale vétérinaire de Toulouse et vous êtes un spécialiste de la grippe aviaire. Et puis également avec nous un représentant de la filière ostréicole, Laurent Marcella, bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur d'huîtres sur le Bas-Sainteau. Tout à fait. Et puis toujours avec nous, il ne faut pas l'oublier, Jean-Pierre Poulain, sociologue de l'alimentation. Alors, on parlait là de risques sanitaires, de crise sanitaire. Mais finalement, est-ce qu'il ne vaut mieux pas parler, ne pas se cacher derrière son petit doigt et parler de crise alimentaire, tout simplement? Oui, mais il y a des crises alimentaires qui ont un fondement scientifique sûr et pour lequel on attend la réponse des scientifiques qui vont nous dire là on peut, là on ne peut pas. Et puis vous avez des crises pour lesquelles la science est entre gris clair et gris foncé et pour lesquelles les consommateurs ont des réactions qui ont du sens et qui ne renvoient pas à des problèmes de mortalité ou de morbidité. On ne risque pas de tomber malade, mais par contre, derrière, on a des choix de société, derrière, on a des enjeux qui sont d'une autre nature et qui renvoient à des choix politiques, qui renvoient à l'organisation de nos sociétés et à l'importance de l'alimentation, parce que l'alimentation, c'est de la nutrition, mais c'est aussi de la culture. Nous sommes au cœur même de la culture et ces fameuses huîtres ou ce fameux foie gras, on n'en a pas besoin nutritionnellement, mais ils sont fantastiquement importants par les symboles qu'ils représentent et ces moments particuliers où on va les consommer. Alors justement, foie gras et une question sur la grippe aviaire, Jean-Luc Guérin, on a vu que de nouveaux cas ont été détectés en Lot-et-Garonne. C'est reparti ou pas? Alors, non, je pense que ce qu'il faut dire d'abord, c'est que quand on parle d'influenza aviaire, on ne parle pas de problématique de santé humaine du tout. On n'est pas du tout. Il n'y a aucun risque pour le consommateur. Il n'y a pas du tout de risque associé au produit. On parle d'une problématique économique pour la filière et de santé publique éventuelle à plus long terme. En ce qui concerne le H5N3 du Lot-et-Garonne, il s'agit en fait d'un produit lié à la surveillance vis-à-vis du H5N8. En fait, on surveille de manière tellement intensive depuis plusieurs semaines une éventuelle résurgence du H5N8 hautement pathogène qu'on augmente mécaniquement les chances de trouver des virus faiblement pathogènes qui sont de possibles précurseurs d'un hautement pathogène mais qui n'en sont pas eux-mêmes. Donc il faut bien faire la différence. Le foyer de H5N3 d'il y a 2 semaines maintenant n'a aucun rapport en tant que tel avec le H5N8 dont on parle depuis plusieurs mois. Ça, il faut vraiment le dire, vraiment faire la différence. Laurent Marcella, les huîtres, ostréiculteurs soulagés, j'imagine, puisque le préfet a levé cette interdiction pour les huîtres seulement, pas pour les moules et pour les palourdes, les coquillages au sein de l'étang de Thau, mais en tout cas, il a mis un terme à ces 5 semaines où était interdite à la fois le ramassage et la vente des huîtres. Soulagé, mais en même temps, on le voit, ça devient régulier, ces interdictions. C'est très régulier. Moi, je suis dans la profession depuis 20 ans. Ça fait quasiment 19 ou 20 ans que ce phénomène existe. Ce qui est bien, entre guillemets, c'est que cette pollution, ce n'est pas vraiment une pollution, puisque c'est un phénomène naturel. C'est des algues qui se développent à l'état naturel en fonction des conditions climatiques. L'alexandrium, exactement. Donc ces algues prolifèrent en certaines quantités importantes. Les coquillages l'absorbent et concentrent la toxine qu'il peut y avoir dans ces algues dans leur foie. Donc elles deviennent, au bout de quelques jours, impropres à la consommation. Et effectivement, c'est un phénomène récurrent qui par rapport au changement climatique, aux nouvelles conditions climatiques, favorise ce phénomène-là. Et effectivement, quand on se retrouve à 5, 6, 7 semaines des fêtes de Noël, c'est toujours problématique. Alors sans comparaison aucune entre les deux produits et les deux crises, est-ce qu'il n'y a pas un effet de saisonnalité? Est-ce que ce qu'on ne peut pas redouter, c'est que finalement tout ça s'installe ou revienne, Philippe Guérin?
Je pense qu'il faut faire attention. Il y a effectivement un effet saison perçu, évidemment, puisque les deux crises qui ont touché la filière palmipèdes de gras se sont succédées pendant les deux périodes hivernales. Ceci dit, il ne faut pas en déduire de règle générale à ce stade. Ouais, il ne faut pas dire c'est comme la grippe humaine, ça va revenir tous les ans. Les mécanismes ne sont pas du tout les mêmes. On sait qu'il y a éventuellement un risque associé aux migrations descendantes, aux migrations nord-sud, mais il ne faut pas non plus les exagérer. Des émergences de virus, on peut les voir tout le temps. Cet été en Italie, il y a eu des émergences encore jusqu'à il y a quelques semaines. Donc la notion de saisonnalité, on l'a effectivement perçue, mais de mon point de vue, on ne peut pas en faire une règle générale. Alors qu'est-ce qu'en pensent les consommateurs? Indifférents, confiants ou inquiets? Eh bien, on va justement leur donner la parole avec vous, Laurent Dubois, puisque vous êtes au bar à huîtres du salon. Eh oui, Florent, elles sont de retour, elles sont prêtes pour les fêtes, elles sont même déjà ouvertes. Alors, est-ce que les consommateurs ont été frappés par cette crise sanitaire? Est-ce qu'ils ont eu l'impression qu'il y avait une sorte de rupture de confiance qui s'est produite? On va leur poser la question. On voit que vous êtes bien entourés avec une demi-douzaine d'huîtres. Alors, cette crise sanitaire des huîtres laiton de taux, d'abord, est-ce que vous en avez entendu parler ou pas? Et pour ma part, je préfère le constater autour d'une assiette et que quand on en a mangé, le lendemain, on est intact. Donc, par le principe, c'est bon. Donc, pour vous, une crise sanitaire, c'est pas quelque chose qui peut... C'est pas quelque chose qui peut vous faire vous conduire à abandonner des huîtres ou d'autres produits? Absolument pas, parce que dans notre profession, malheureusement, ça a été le cas. Mais là, on fait confiance aux producteurs et si elles sont sur la table, c'est qu'elles sont bonnes. Et quand il y a une crise sanitaire, est-ce qu'éventuellement vous changez vos habitudes de consommation? Quand ça frappe les huîtres, est-ce que vous abandonnez les huîtres ou vous changez de catégorie? Vous partez sur de la marraine plutôt que de la bousique? Comment ça se passe une crise sanitaire de votre côté? Écoutez, aujourd'hui, on est dans un secteur agricole où tout est reconnu. On est dans des produits locaux. On sait qu'on mange du bon. C'est un régal, comme le nom l'indique. C'était bon, on s'est régalé, c'était excellent. On est dans une région où tout est bon et rien ne nous fera changer d'avis. On est bien chez nous. Donc pour vous aussi, la crise sanitaire, c'est quelque chose qui est assez lointain? Tout à fait. Nous sommes tout proches des producteurs de la région et nous leur faisons confiance. Et aujourd'hui, tous les ans, ce salon permet de faire connaître effectivement tous nos producteurs régionaux. Et c'est avec un grand merci que nous les remercions pour tous les produits qui nous amènent aujourd'hui et tout ce week-end pendant 4 jours. Voilà. Vous souhaitez bonne fin de dégustation. Vous voyez, Patrick, Florent, il n'y a pas vraiment de problème côté confiance, en tout cas par rapport au bar des huîtres du Salon Régal. Alors Laurent Marcella, quand ces interdictions surviennent et se terminent ensuite, est-ce que le consommateur revient de lui-même tout de suite ou est-ce qu'il y a pour vous une difficulté entre guillemets à réamorcer la pompe? Alors il y a deux choses. L'avantage d'être alerté quand on a un bloom phytoplanctonique comme ça, on est averti quelques jours avant, quelques semaines avant, puisqu'on suit cette montée de prolifération d'algues dans l'eau. On sait très bien que quelques jours après, on va avoir la même chose dans les huîtres et dans les moules. Il y a un décalage parce que les moules filtrent beaucoup plus que les huîtres, donc elles se chargent plus rapidement et elles se désintoxiquent moins rapidement. Et donc on est averti. Donc on a une solution de sortie de crise, pas de sortie, mais de pouvoir attendre la fin de la crise. C'est-à-dire on met les huîtres et les moules, en général les huîtres, puisque c'est quand même la saison des huîtres principalement, on met en stock protégé. C'est-à-dire qu'on a des bassins de purification classiques. On met nos stocks, une certaine quantité, ça dépend de la capacité de stockage qu'on a. Dans ces bassins, on passe en circuit fermé. Et comme l'eau, on a la chance d'être dans une période où l'eau est en ce moment, elle est à 8,5, 9. Elle a dû remonter un peu à 10, mais on est dans des conditions favorables. C'est-à-dire qu'à cette température-là, l'huître ne filtre pas beaucoup. Donc on peut les stocker dans des bassins. Moi, pour ma part, j'ai une capacité de stockage de 12 tonnes. Donc on a pu mettre 6-7 tonnes à l'abri pour tenir la crise. On avait prévu de tenir. On avait prévu de tenir jusqu'après les fêtes de Noël. Mais effectivement, de toute façon, on est quand même super content quand ça réouvre, puisque de toute façon, le consommateur a confiance, mais c'est pas qu'il craint, mais il est curieux, il veut savoir. C'est quand même mieux quand on est, même pour nous, en routine, dans une activité normale. Le producteur s'est adapté au fil des années, et le consommateur, finalement, lui aussi. On a l'impression que, il est au courant que ces huîtres peuvent représenter un certain risque et qu'en s'informant, finalement, on arrive à éviter les crises dont vous parliez tout à l'heure. D'un bon couple entre l'approche scientifique et l'approche technique qui va faire de la surveillance et ensuite un professionnel qui sait parler et qui sait expliquer comment il gère le problème.
Et ce couple entre parler du produit et les systèmes de sécurité, c'est le couple vertueux. Les pouvoirs publics dans tout ça, parce qu'on avait tout à l'heure un élu avec nous, Jean-Luc Guérin, par rapport à la grippe aviaire, comment vous avez trouvé son intervention? Parce que vous êtes, entre guillemets, à la fois entre les producteurs et aussi votre direction de tutelle. Moi, je fais partie de l'accompagnement scientifique. Je pense qu'on peut dire quand même que l'implication des pouvoirs publics a été quand même considérable depuis le début, depuis le tout début de la crise, qui date maintenant d'il y a 2 ans. Il y a des moyens financiers considérables qui se chiffrent en centaines de millions d'euros publics qui ont été injectés. 44 millions mobilisés dans le Gers, par exemple. Rien que dans le Gers. Pour indemniser la filière, et c'est 850 élevages. Oui, mais c'est des centaines de millions qui sont engagés à l'échelle des 2 années et à l'échelle de l'ensemble du territoire impacté. C'est un travail pour juguler les foyers, donc en mode aigu. C'est un travail en termes de formation des éleveurs. C'est un travail ensuite pour mettre en place ces nouvelles règles du jeu et puis pour contrôler. Et donc, on peut toujours critiquer telle ou telle décision, tel ou tel dispositif, ça c'est tout à fait possible. Néanmoins, je pense qu'il faut quand même dire qu'on est en France, et quand on voit un petit peu les choses à l'échelle internationale, quand même dans un environnement où on a des pouvoirs publics qui sont capables de mettre les moyens pour aider et accompagner les professionnels et sécuriser les produits vis-à-vis des consommateurs de manière quand même tout à fait efficace. C'est pareil du côté des ostréiculteurs. Vous avez été très revendicatif, très en colère les années précédentes contre notamment le laboratoire Ifremer qui fait les analyses. Vous avez été souvent très opposé finalement à ces interdictions et à cette attitude des pouvoirs publics. Oui, enfin, à l'époque, il y a eu des crises, des crises qui étaient violentes parce que c'était les premières crises. Il y a eu des crises, mais il y a longtemps. On collabore évidemment énormément avec les pouvoirs publics. On s'accroche sur certaines choses. Là, par exemple, il y a eu les dernières semaines un petit mouvement revendicatif qui était en disant voilà, on fait 2 analyses consécutives. Le lundi, l'analyse nous montre qu'on est sous le seuil. 2 jours après, on est au-dessus du seuil. Alors là, quand on est très haut, il n'y a pas de problème. Quand on est très bas, il n'y a pas de problème. Mais quand ça se joue et que ça fait 5 semaines qu'on est fermé et que ça se joue à rien du tout, et alors l'ostréiculteur est un peu énervé. Il dit bon, mais pourquoi? Alors on va dire c'est le test qui est pas bon. Enfin, en général, quand même, on arrive toujours à trouver un terrain d'entente. Ça prend des fois un peu de temps. Mais on a mis en place depuis une quinzaine d'années des communication entre l'État et nous qui fait qu'effectivement on a appris, on est bien aidé. Moi je trouve que ça se passe plutôt pas mal. Jean-Luc Guérin, cette pédagogie, est-ce qu'il a fallu en faire preuve également auprès des éleveurs de canards? Parce que eux, pour le coup, ils se sont dit mais pourquoi doit-on abattre tous nos élevages? Pourquoi, alors qu'il n'y a aucun risque pour que le consommateur, sommes-nous autant sanctionnés, autant normés maintenant, désormais? Est-ce qu'il a fallu également faire cette démarche pédagogique? Il faut la faire en permanence et je suis bien placé pour dire que ce n'est pas toujours facile. Évidemment, lors de la première crise, ensuite lors de la deuxième, puisqu'on a on a un deuxième virus qui ne se comporte pas de la même manière que le premier. Donc effectivement, c'est un travail qu'il faut faire en continu, qu'il va falloir poursuivre, puisqu'en fait, on peut quand même espérer qu'on n'aura pas une troisième crise et qu'on va pouvoir travailler maintenant sur le moyen et le long terme pour sécuriser cette filière. Mais oui, il y a un travail de pédagogie et je comprends très bien là aussi pour expliquer de temps en temps les mesures qui sont liées à des analyses qu'on ne comprend pas toujours. Jean-Pierre Poulain, on parlait à l'instant des pouvoirs publics. Est-ce que là aussi, de votre vision de sociologue de l'alimentation, les pouvoirs publics ont dû aussi s'adapter face à la crise, ou ont appris du moins? Tout le monde a à s'adapter. La science évolue, bouge, les tests, la connaissance se transforme, s'améliore, mais parfois crée des nouveaux problèmes parce que par exemple les allergies, la manière dont nous diagnostiquons aujourd'hui les allergies font qu'on en trouve plus facilement. Et donc il y a des problèmes qui se créent et bien évidemment il faut à la fois les accompagner. Mais je voudrais simplement ici rajouter un élément. Il faut gérer le risque sanitaire, le risque qui s'exprime en termes de maladie ou en termes de mortalité dans certains cas. Mais l'alimentation, c'est plus que ça. Ça, c'est quelque chose de nécessaire. Mais l'alimentation, c'est d'autres éléments. Et lorsque les professionnels sont capables de prendre en charge à la fois cette dimension, mais au-delà, parce que les consommateurs attendent au-delà, que ce soit sûr, ça va de soi que ça doit être... Oui, évidemment.
c'est un élément qui... Ça devrait être naturel. C'est normal. Voilà. C'est normal. Et donc, il faut expliquer et il faut pouvoir continuer à parler des produits, pas seulement en termes de risque. Il faut parler des produits au sens où ils sont une partie de notre héritage, de notre patrimoine, de notre art de vivre. On va y venir justement. Alors on parlait à l'instant de la crise de la grippe aviaire. Alors depuis 2 ans, les éleveurs et les producteurs de canards tentent donc de faire face à cette crise. Cette année, la production avait chuté de 20%. Le foie gras n'aura finalement jamais été autant un produit rare et d'exception. Mais derrière l'assiette, le secteur est en pleine convalescence. Notre équipe s'est rendue au cœur de cette filière, dans le Gers. Reportage signé Delphine Gérard et Jacques Levé. Revisiter le modèle de production. Ce sont les mots de Stéphane Le Foll. En février dernier, le ministre de l'Agriculture d'alors entend sortir la filière gras de la crise, avec d'abord un renforcement des règles de biosécurité. Pour entrer sur l'élevage de Jacques Candelon, le passage par le sas sanitaire avec équipement spécifique est désormais obligatoire. Donc le sas sanitaire permet d'accéder aux locaux techniques, puis ensuite à l'unité de production, le bâtiment d'élevage proprement dit, par l'intermédiaire de cette porte. Ces nouveaux bâtiments ont été aménagés en urgence cet été pour rattraper le retard dû au vide sanitaire. Ils permettent d'augmenter la capacité de production de 55 000 canards par an. Avec la nouvelle réglementation, ces bâtiments couverts étaient obligatoires. Si on a un risque élevé de grippe aviaire au niveau régional ou national, on a obligation de garder les animaux à l'intérieur des bâtiments. Donc il faut qu'on anticipe en fait ce risque de manière à pouvoir avoir des densités dans les bâtiments de l'ordre de 3 canards au mètre carré qui nous permettent de les garder à l'intérieur. Les réglementations de transport se sont aussi renforcées. Au total, toutes les nouvelles mesures auront coûté ici 300 000 €, un investissement qui va s'amortir sur plusieurs années. En termes de biosécurité, de toute façon, sur les années qui viennent, on sera obligé d'améliorer les choses tous les ans pour essayer de sécuriser au maximum le travail de la filière. Un équilibre qui pourrait toutefois basculer si une nouvelle crise arrivait. Dans cette structure familiale, Séverine et son frère Damien ont aussi dû réaliser quelques investissements. Voilà la salle de garage qui a été faite en 2013. Ils ont demandé une année blanche. Pendant 1 an, ils ne remboursent pas leur mensualité de prêt. En cette fin d'année 2017, c'est l'heure du bilan avec leurs conseillers. Comment revoir la politique tarifaire, comment repositionner son marché, comment mettre en avant tous les enjeux qualité, toute la qualité, la traçabilité. Et il faut arriver à valoriser ce point fort. Le gavage et la transformation de canards représentent la moitié de l'activité de la ferme. Touchés par le vide sanitaire, Séverine et Damien ont dû repenser leur fonctionnement. Je pense que l'année 2017, c'était une année charnière. Il va falloir s'habituer peut-être à ce manque de volume. Et on risque en 2018 et les années à venir de se spécialiser davantage sur la vente de conserves pour amener à valeur ajoutée sur l'exploitation. Et pour vendre plus de produits transformés, la boutique a été installée directement sur la ferme. De plus en plus de clients poussent la porte, de quoi donner une note d'espoir à ces jeunes producteurs. Allez, retour au Parc des Expositions de Toulouse pour ce dimanche en politique consacré à la sécurité alimentaire, la sécurité dans notre assiette. Nous sommes installés au cœur des rencontres gustatives, agricoles et ludiques. Alors on vient de parler du foie gras, IGP, AOP, AOC, Label Rouge ou même Grand Cru. Voici quelques-unes des appellations qui l'identifient. Sont-elles pour autant gages de qualité? 2 nouveaux invités nous ont rejoints pour en parler. Jean-Louis Cazobon, bonjour. Vous êtes le vice-président de la région en charge des questions concernant l'agroalimentaire et puis vous êtes aussi le président de l'Institut régional de la qualité alimentaire. Et bonjour. Puis à côté de vous, bonjour, Olivier Boula, vous êtes le éleveur et également le président de la Fédération régionale bovine. Oui, bonjour. Bonjour. Et puis toujours avec nous Jean-Pierre Poulain, sociologue de l'alimentation. Jean-Pierre Poulain, ces labels, ces appellations, est-ce qu'elles ont elles aussi bouleversé notre regard sur l'alimentation ? Elles sont structurantes, mais il faut bien prendre la mesure que la France a en la matière une fonction pionnière. Au début du siècle dernier, se mettent en place des appellations. C'est un territoire, c'est un encépagement et c'est méthodes de vinification. Et à partir de là, il va y avoir un double effet des labels. Le premier, c'est que ça va organiser la production, ça va fédérer des actions. Et de l'autre côté, ça va, pour le consommateur, constituer un signe qui lui permet d'éviter un certain nombre de réflexions.
on va le qualifier de réducteur de charge cognitive. Ça veut dire que je n'ai pas beaucoup de questions à me poser et je sais que là où c'est, ça c'est un truc qui est pas mal. Alors justement, vous allez nous donner quelques repères, Florence, sur ces labels. Oui, parce qu'on s'y perd tout de même si c'est un repère cognitif, parce que des labels, il y en a à foison. Alors des labels officiels et puis aussi des labels privés. Et ceux-là, eh bien, les consommateurs, on s'en est rendu compte finalement, leur apportent assez peu de crédit. Les 5 labels officiels, ce sont les 5 signes d'identification de qualité et d'origine, les SICO comme on les appelle. Il y a l'AOC, l'AOP qui est l'équivalent européen pour l'appellation d'origine, l'IGP, l'indication géographique protégée, l'ASTG totalement inconnue, c'est la spécialité traditionnelle garantie, et puis les 2 vedettes, AB pour agriculture biologique et le label rouge. Et alors si on demande justement ce qu'on fait que choisir aux consommateurs ce qu'ils en pensent, eh bien à qui faites-vous surtout confiance? Eh bien c'est au bio, à l'AB et au label rouge. Et puis qu'est-ce qui vous incite le plus à l'achat? C'est une nouvelle fois le bio et le label rouge. Alors Olivier Boula, est-ce que pour vous qui êtes président de la Fédération bovine de Lozère, est-ce qu'aujourd'hui le label pour les producteurs, pour l'éleveur, pour l'agriculteur, c'est véritablement quelque chose à avoir, à posséder? Oui, bien sûr, c'est important d'être labellisé, mais voilà, moi je suis aussi d'accord avec ce qui dit monsieur, c'est que les labels, on s'y perd un peu pour le consommateur. Et c'est là qu'on doit avoir un vrai travail à faire pour qu'on soit reconnaissant et reconnaissable. Et oui, véritablement. Et Jean-Louis Cazobon, c'est aussi un peu votre travail finalement. Oui, bien sûr. Mais le label, moi je rejoins ce que disait Jean-Pierre Poulain à l'instant, c'est que ici, dans une région comme la nôtre, le label, alors ce n'est pas la certitude de garantie, est-ce que c'est la sécurité 100%, si c'est la question. Ce que je peux vous dire, moi, c'est que le label, c'est un produit qui est, ici, les 250 produits sous signe officiel de qualité, il y a un cahier des charges qui est bien précis, il y a une manière de produire, et puis c'est le terroir, c'est très souvent, c'est un territoire délimité. Et notre région est une mosaïque de terroirs. Et en quelque sorte, c'est un produit qui est signé. Donc on peut faire confiance au label aussi. Alors est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter, Olivier Boula, l'histoire de ce label Viande de France dont vous faites la promotion, créé juste après le scandale des lasagnes à la viande de cheval, qui a eu du mal, alors que pourtant il apportait toutes les certifications, toutes les garanties, mais il a eu beaucoup de mal à se trouver une place dans le cœur des consommateurs. Viande de France, qu'est-ce que c'est ? C'est de la traçabilité. La traçabilité, comme son nom l'indique, c'est la traçabilité exemplaire qu'on a sur notre pays, où c'est que les animaux sont, dès leur naissance, dans les 7 premiers jours, ils sont médaillés, ils sont tracés, jusqu'à arriver à la viande, c'est tracé, mais avec une traçabilité exemplaire, avec une administration qui regarde ce qu'on fait et qui certifie le travail qu'on a fait de la naissance jusqu'à la mort de l'animal. Alors qui dit souvent IGP, AOC ou label rouge, dit aussi souvent prix plus élevé. Alors les consommateurs l'ont-ils remarqué? Sont-ils prêts à payer plus cher des produits certifiés? Eh bien on va voir ça avec vous, Laurent, dans les allées de ce régal. Oui Patrick, alors promis, on va vous garder un morceau, c'est un fromage régional, c'est une AOP, une appellation d'origine protégée. Alors à côté de nous, un Toulousain mais originaire des Hautes-Pyrénées, Jean, vous, est-ce que quand vous faites vos courses, vous êtes prêt à payer plus cher parce qu'il y a un label? Ah oui, sûr, je ne mange que ça et dans les magasins, je cherche premièrement de fabriquer en France et puis AOC ou AOP, c'est ce que nous recherchons le maximum. Prêt à payer plus cher? Non. Après à rajouter un petit peu d'argent pour... Du moment que c'est de la bonne qualité, je suis prêt à mettre le prix qu'il faut pour avoir quelque chose de très bon. Et vous? Est-ce que le fait qu'il y ait un label, c'est quelque chose d'important? Est-ce que ça vous détermine de votre consommation, vos achats? C'est sûr, oui. Et vous les trouvez plutôt où, ces produits labellisés? En supermarché, dans des petits commerces? À Biocoop. Pas de publicité, donc on dira que c'est essentiellement le commerce. De Biocoop. Il y en a dans toute la France. Est-ce que vous pensez qu'il y a un label qui est particulièrement identifié, un label qui pour vous est le plus attractif? Lequel? Label rouge, les labels bio? Oui, le rouge et le bio.
Oui, c'est le AB. Oui. On voit que vous avez l'habitude effectivement de zioter cela. Et vous, madame, par rapport à ces labels, ça vous détermine vraiment? Moi, j'aime bien le label rouge. Et puis, j'aime bien faire travailler les petits commerçants, les petits paysans. J'ai mon marchand de volaille à l'Union, ainsi que mon charcutier et mon fruitier. Ainsi que comment il s'appelle? Non, l'acupuncteur, c'est une autre catégorie, ça. En tout cas, c'est bon pour la santé, comme les labels, les acupuncteurs, ça c'est certain. Par rapport à ces labels, est-ce que vous savez ce qui se trouve derrière ou c'est juste une étiquette? Non, je regarde quand même ce qui se trouve derrière. Parce que quand vous cultivez avec les engrais et les pesticides, ça se trouve dans la marchandise. D'accord. Donc vigilance. Oui. Bon, vous voyez, Patrick, vous n'êtes pas le seul à faire attention à ce que vous mettez dans votre assiette. Oui, et donc il ressort de ce que viennent de nous dire ces visiteurs du salon que les deux labels qu'ils reconnaissent le plus facilement, c'est le label rouge et c'est le label AB. Et pourtant, un autre label est en train de sortir. Est-ce qu'on peut parler d'ailleurs d'un label produit en Occitanie? Jean-Louis Cazobon, quel sens vous donnez à ces... Il en fallait un de plus? Non, c'est pas tout à fait la même chose, parce que là, les labels dont on parle, c'est des labels, c'est des labels nationaux. AB, c'est France entière, et le label rouge également, pour différents produits, tout produit. Alors, produit en Occitanie, c'est pas tout à fait pareil. Il y a la marque Ombrelle, déjà, la marque Sud de France, qui était utilisée par la région Languedoc-Roussillon et qui doit perdurer. Des entreprises communiquent autour de cette marque. Et en clair, ce sont des produits qui sont issus, la matière première issue du territoire Occitanie, et qui est élaborée, transformée, étiquette donc Sud de France. Où était le manque? Où était le besoin de créer cette appellation, on va dire, produit en Occitanie? Alors, produit en Occitanie, c'est justement ce que l'on voit ici, c'est toute la région, différents labels qui sont ou AOC ou IGP, qui sont territoriaux et qui sont produits en Occitanie. C'est le moyen de rassembler, c'est notre région, Occitanie, aujourd'hui. Voilà, et là, on rassemble... bon, ça va du roquefort à l'ail. Avec cette notion de terroir aussi, cette notion de terroir qui est aussi importante pour les producteurs, Olivier Boula. Tout à fait ça. Bien sûr, c'est ce qui nous importe le plus. C'est faire voir notre revalorisation de notre pays, c'est ce qui est important. Et cette marque Ombrelle Occitanie va très très bien pour expliquer à nos consommateurs français, pour expliquer que nos produits qui viennent d'Occitanie soient avec cette marque Ombrelle. Moi, là où c'est que je ferai un bémol un petit peu, c'est surtout par rapport que on a des produits qui vont à l'étranger. Et Occitanie, il faudra quand même qu'on aura du mal à expliquer. Il va falloir se faire un nom. Voilà, il faudra une se faire un nom. identification. Voilà, c'est là-dessus que je ne veux pas être chauvin, mais Sud de France, vous alliez en Asie, vous allez en Amérique, vous allez où vous voulez, on va en reparler de Sud de France. Une dernière question peut-être, Jean-Pierre Poulin. Cette notion de terroir, est-ce qu'elle est plus importante ou pas dans l'esprit des consommateurs que l'IGP ou l'AOC, se dire ça vient de chez moi, tiens. C'est le même registre. Ouais. L'AOC, l'IGP, le terroir, l'Occitanie, on est dans le même esprit, on est dans la localisation versus AB ou le label rouge qui lui aussi a plus d'un siècle et qui renvoie à l'échelle nationale, qui renvoie à des modalités de production. Il y a toujours les modalités de production dans les deux cas, mais un est localisé, l'autre ne l'est pas. Juste une remarque. Si vous demandez à quelqu'un, est-ce que vous êtes prêt à payer plus cher? La réponse, elle est non. Très souvent. Vous demandez même à un type, il est à la cantine, vous lui dites, est-ce que vous êtes prêt à payer plus cher à la cantine? Ah non, non, non. Combien vous payez? Le mec, il ne sait pas. Il ne sait pas parce qu'il paye avec des tickets, le truc. Donc, ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est de voir comment ces labels structurent le marché, structurent l'action des producteurs, structurent la décision des consommateurs, mais aussi structure l'action des politiques. Parce que les produits alimentaires, des plats nationaux, des plats régionaux, c'est des facteurs d'identité. Et des facteurs d'identité qui traversent la société. Pas seulement les agriculteurs, pas seulement les métiers de bouche, mais l'ensemble de la société, y compris les médias.
Est-ce que, messieurs, le prix, on vient d'en parler, est-ce que prix et qualité, c'est compatible aujourd'hui? Pour poser la question différemment. Ben, Ou est-ce que quelque chose qui est vraiment pas cher, il y a un loup? Non, c'est pas qu'il y a un loup. Vous avez tout ce qui est cœur de gamme. Ça, c'est comme dans les vêtements ou les voitures. Vous avez une gamme avec un prix qui est, disons, moindre et le haut de gamme se paie plus cher. En clair, la manière de les élever... Je vais vous faire une comparaison, moi. Vous avez deux porcs. Un qui est élevé en porcherie, qui consomme 2,3 kg d'aliments, il produit 1 kg de viande. Vous prenez le noir de Bigorre, il lui faut 6 kg pour produire 1 kg. Donc après, si vous rajoutez 2 ans de séchage pour le jambon, vous avez un prix qui n'est pas le même que dans le cœur de gamme, je dirais. Voilà, c'est là toute la différence. Moi, on travaille par rapport à ça. Il y a un prix pour tout produit. À mon avis, bon, on parle par rapport à la viande. On a un prix pour les bêtes standards. Elles sont avec une qualité très bien. Mais par contre, elles ont un prix. Elles ont fait un travail avant. Et donc, elles sont un peu avec un coût un peu moins cher. Et puis, par contre, les bêtes labellisées, on les a amenées à faire un travail un peu plus, où c'est qu'on a amené des bons produits à leur donner. Et donc, elles sont obligatoirement un peu plus chères. C'est normal. Il n'y a rien d'anormal là-dessus. Et oui, mais là, il faut faire passer le message à la grande distribution. On connaît ce bras de fer qu'il y a et qui dure depuis des années et qui n'est pas prêt de se terminer. Je ne suis pas tout à fait... Parce qu'actuellement, par rapport au travail qu'on mène sur la viande, avec la grande distribution, on est arrivé à signer des engagements avec eux pour nous donner le coût de production, nous payer la viande au coût de production. Et donc, on a très très bien avancé avec les grandes distributions. Elles ont compris notre démarche. Et je pense qu'on a engagé un très très bon processus. Maintenant, le seul inconvénient là-dessus, c'est qu'on a les intermédiaires qui ne veulent essayer aussi... Ils ne veulent pas fléchir. Allez, on en a parlé. Vous nous en parliez tout à l'heure. Merci à vous, messieurs. Vous nous en parliez tout à l'heure. Sud de France, que devient finalement l'étendard commercial de notre région? Il existait avant la nouvelle carte des régions, il a donc dû évoluer. Fait-il toujours vendre? Élément de réponse avec vous, Florent et Laura Laure-Gali. Au total, plus de 9000 produits auraient, selon la région, rejoint la bannière Sud de France. Une marque créée il y a 11 ans. Son objectif, promouvoir les produits régionaux. Beaucoup de vin, mais aussi de l'agroalimentaire. Mais que garantit finalement la position de ce logo pour les consommateurs? Ce sont des produits qui sont du sud de la France, tout ce qui est et qui a été regroupé sous cette appellation. Aucune idée. Le label Sud de France représente toutes les marques ensemble. Le gros avantage de ce label, c'est qu'aujourd'hui, il transporte des valeurs de nourriture saine. Et puis le sentiment d'appartenir aussi à une région avec ses produits de terroir. Et voilà, donc c'est vraiment un label de qualité. J'y attache pas énormément d'importance, je vous dirais. J'en sais rien, comment vous dire, Sud de France. Alors, une appellation, un label, une marque, une grande confusion semble régner sur la signification de ce logo. Pour moi, c'est un gage de qualité, oui. C'est un label, on sait que le produit va être bon, on sait que ça va être sympa. C'est une marque qui permet de promouvoir les produits de la région au niveau national et international. Label, non, je pense que c'est une marque. Je ne pense pas que ce soit un label, enfin, je ne sais pas trop. Pour mieux comprendre, direction les hauts cantons de l'Hérault. La coopérative agricole du Caroux est un des producteurs qui appose Sud de France sur ses produits, principalement des pommes en cette saison. Pour les produits, c'est une marque qui nous permet de regrouper en fait tous les produits d'origine de la région Occitanie. Et en plus, il y a une recherche maintenant de qualité, puisqu'il y a le niveau d'exigence, notamment de respect de cahier des charges, est de plus en plus important. Une marque pourtant peu sélective, c'est l'observation faite par la Chambre régionale des comptes. Conscient de cet enjeu lié à la qualité, Sud de France a progressivement augmenté ses critères de sélection. Au début, on l'a eu assez facilement, et là, la deuxième fois où on l'a demandé, ils nous ont posé des questions supplémentaires où il a été obligé de répondre à des inquiétudes, notamment, je vous dis, par rapport à la qualité environnementale du produit. Un gage d'origine, sinon de qualité, qui rassure les clients de la coopérative. Mais produire local et en apporter la garantie ne suffisent pas. Le prix reste l'argument principal.
Et retour pour ce dimanche en politique au Salon Régal, comme ces rencontres gustatives, agricoles et ludiques au Parc des Expositions de Toulouse, avec près de 200 exposants et plus de 550 produits qui viennent de toute l'Occitanie qui sont présentés. C'est un petit peu notre Salon de l'agriculture à nous, ici en Occitanie. Et on vient de débattre longuement de qualité alimentaire et on va aller voir ça de plus près avec vous, Anne-Sophie, qui allait nous faire le tour de nos produits régionaux qui peuvent faire de bonnes idées de cadeaux pour ces fêtes. Oui, tout à fait, parce que ici, effectivement, les visiteurs sont venus faire leurs courses avant Noël et on peut trouver toutes sortes de produits. Alors, il y a bien sûr les grands classiques, hein, les armagnacs, le vin, le foie gras, puis il y a des choses peut-être plus inattendues. Par exemple, Eliette propose son ail et vous dites on peut très bien offrir ça pour Noël. C'est un peu surprenant comme cadeau. Mais non, l'ail accompagne très bien le rôti de Noël, pour la dinde, pour un agneau, pour un rôti de poulet. Et on peut faire des colis avec de l'ail, offrir de l'ail, en compoté, en tresse, accompagné d'un foie gras, accompagné d'une bonne bouteille dont il y a une diversité ici. Vous faites des petits paniers par exemple, vous mettez des oignons doux, vous mettez de l'ail. Oui, tout à fait, je compose mes paniers et on met une tresse d'ail et c'est très apprécié. Allez, c'est une idée de cadeau, pourquoi pas. Merci Eliette, il y en a plein d'autres ici. Par exemple, on va continuer. Vous allez voir, je vais vous emmener sur le stand du chasselas de Moissac parce que vous connaissez peut-être pas cette tradition, mais aussi on peut manger du raisin pour Noël. Ça, c'est les producteurs de chasselas qui ont conservé ces raisins pour vous les proposer. Et puis regardez, ils proposent même quelque chose pour les enfants. Bon, vous connaissez, vous savez, ces petites boissons pétillantes que les enfants aiment bien, ça fait comme du champagne. Et bien, ils en ont fait la même déclinaison à partir de chasselas. Voilà, ça fait partie des petites idées que vous pouvez trouver ici sur le Régal pour ces fêtes de Noël. Il y a énormément d'idées cadeaux à piocher ici et les visiteurs l'ont bien compris. D'ailleurs, ils sont tous en train de faire leurs courses avec leur panier. Merci Anne-Sophie pour toutes ces propositions et ces conseils à l'approche de Noël tout de même. Merci également à nos invités d'avoir participé à ce débat. Bon, les questions de sécurité alimentaire, question de l'alimentation qui est quand même une des principales préoccupations des consommateurs et des Français. Le débat il sera jamais clos, je crois, finalement. Merci aussi à Laurent qui a été dans les allées au contact des visiteurs tout au long de cette émission, en direct donc de ces rencontres gustatives, agricoles et ludiques qui se terminent ce soir à 19h. Quant à nous, cette émission, vous pouvez la revoir sur notre site internet occitanie.france3.fr. Et puis merci enfin à l'ensemble des équipes techniques qui nous ont accompagnés, Emmanuel Breteau qui nous a aidé à préparer cette émission et Alexandre Joannides qui l'a réalisé. Alors on ne vous dit pas à la semaine prochaine, vacances de Noël oblige, mais on se retrouve en Languedoc-Roussillon et en Midi-Pyrénées à partir du 14 janvier pour de nouveaux dimanches en politique. D'ici là, passez de belles fêtes Joyeuses avec fêtes nous à tous sur France 3.